faisons un exercice de voltige aujourd'hui puisqu'on présente une conférence sans conférencière, ou du moins avec une conférencière qui arrive. Donc moi je vais vous présenter très rapidement comme d'habitude la conférence. Donc nous avons déjà eu une conférence sur le marché touristique francilien, nous avons une autre sur le thème du tourisme et utopique, et notre troisième conférence sur le secteur du divertissement familial en France. Comme vous le voyez probablement, le terme tourisme a disparu. Il faudrait se demander si on a épuisé le sujet, ou bien plus prosaïquement, si le divertissement familial n'est pas du tourisme. En fait, on va voir que non, mais qu'auparavant, je vais faire un petit détour par un triptyque loisir, temps libre et divertissement. Rappelons tout d'abord que le terme loisir provient du latin licere, c'est-à-dire ce qui est permis. Il a longtemps été synonyme de liberté et d'oisiveté, et ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'il revêt progressivement le sens de la distraction. Dans sa théorie de la classe de loisirs, Veblen écrivait en 1899 que la vie de loisir est belle et ennoblissante aux yeux de tout homme civilisé. Mais à son époque, il y a une seule classe sociale qui peut faire du loisir. Ce sont les rentiers, les oisifs. Les actifs, eux, pour l'essentiel des ouvriers, doivent se contenter de travailler 14 heures par jour dans les usines. Travail et loisirs sont donc exclusifs. Le loisir est un privilège, un acte privé, de plus socialement ancré. Il en sera ainsi jusqu'à ce que le temps libre soit revendiqué pour les ouvriers. Je pense à Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx et militant socialiste, qui dès 1880 revendique le droit à la paresse pour les ouvriers. Ce temps gagné sur l'usine doit leur permettre de mieux vivre et de se cultiver. Chose que Hannah Arendt contestera plus tard dans son essai La crise de la culture, en écrivant que la société de masse ne veut pas la culture, mais les loisirs. Le grand bond vers la démocratisation du loisir, donc l'entrée dans l'ère des loisirs, on le doit à Léo Lagrange, député socialiste du Nord, qui est à l'origine de la loi sur les congés payés sous le Front populaire. À l'époque, il s'agissait d'acquérir 12 jours ouvrables par an. Au-delà du droit au repos, cette loi symbolise le moment où les loisirs basculent dans l'ordre des politiques publiques pour devenir ce que Geoffre Dumazedier considère comme un élément central de la civilisation actuelle. Il s'agit d'accompagner le développement des loisirs et de soutenir des pratiques naissantes, en particulier les congés avec mobilité géographique et des divertissements individuels et familiaux. Le divertissement familial renvoie donc d'abord à des valeurs, à des conquêtes sociales. Mais disposer du temps libre est une chose, savoir ce qu'on va faire de ce temps libre en est une autre. Et c'est un acte individuel, voire familial. C'est à ce stade que le divertissement familial renvoie aussi à des pratiques touristiques. Ces pratiques appellent des structures dédiées, pour l'essentiel ludiques, récréatives, mais aussi éducatives. Regarder le passé ne doit pas nous faire oublier que le secteur du divertissement familial est un phénomène socio-économique en perpétuelle évolution. Il s'accommode du présent. Je pense en particulier aux importantes mutations de la famille et de la durée du temps de travail. Sans doute faut-il s'interroger sur l'influence de ces modifications sur la pratique des loisirs. Ce secteur se tourne aussi vers l'avenir, car il a probablement un bel espace d'opportunité à saisir avec le développement futur du slow tourisme et du tourisme de proximité. Paraphrasant, mais aussi contredisant les propos d'un certain Nicolas S., les acteurs du divertissement familial pourraient écrire « On ne dira jamais assez le bien que les 35 heures ont fait à notre secteur, car en travaillant moins, on se divertit davantage, ce qui permet de générer des richesses et de créer des emplois. » La citation originale de M. Nicolas Sarkozy était « On ne dira jamais assez le mal que les 35 heures ont fait à notre pays. » Voilà. Oui, bon, alors qui est Sophie Huberson? Si vous verrez, c'est un tout petit bout de femme, mais c'est une grande dame du tourisme. Elle est la secrétaire générale du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Alors quel est ce syndicat? Le SNELAC, c'est une organisation professionnelle qui regroupe en fait tous les parcs privés
les zoos, les lieux culturels privés de France. Et c'est donc une structure qui est à la fois défensive pour les intérêts de la profession, hein, c'est un syndicat d'employeurs, ne nous trompons pas, et deuxièmement, c'est une structure qui, bien entendu, gère des fonds de la formation professionnelle via une structure qui s'appelle l'ADNAS et dont Sophie Huberson est également secrétaire générale. Donc ce sont, pour tous ceux qui suivent des formations professionnelles individuelles avec un droit individuel à la formation dans le cadre professionnel, en général par les fonds collectés par l'ADNAS qui est jointe au SNELAC. Donc c'est une organisation qui pèse, hein, alors évidemment vous me direz, oui, mais que sont et que pèsent les parcs d'attractions ou les parcs culturels ou les sites culturels français. Le nombre des salariés est assez limité, hein, c'est entre 20 et 25 000, mais par contre le nombre des visiteurs est considérable, puisque vous avez en moyenne je crois que c'est 64 millions de visites dans les parcs en France actuellement. Et Sophie vous parlera, parce qu'elle a aussi des responsabilités au niveau européen, vous parlera donc de la comparaison entre la France et la place de la France, disons, dans l'Europe. Je voulais vous dire un mot aussi de notre audience de ce soir, parce qu'elle est assez différente des deux précédentes sessions. Nous avons plus de professionnels, hein. Je voudrais remercier au premier rang de notre assistance M. Francis Borezé, qui est vice-président de Disney chargé du développement touristique et du développement urbain, et qui nous fait donc l'honneur de sa présence. J'ai vu aussi tout à l'heure Anne Berton, qui est la chef de cabinet du président de l'université, mais Anne est cachée dans... Ah non, elle est là-bas, voilà. Merci donc Anne d'être là, et merci aux représentants également du SAN, voilà, hein, de leur présence. Alors, que dire de Sophie? Sophie n'a pas un parcours traditionnel dans la profession, puisqu'elle a commencé en fait des études de philosophie, hein, elle n'a pas fait du tout d'études d'économie, mais cette particularité finalement elle la rend toujours un peu décalée par rapport à ce qu'elle fait et lui permet aussi d'avoir du recul et de la réflexion personnelle, ce qui est vraiment tout à fait magnifique. Elle s'était lancée dans le tourisme en créant une enseigne qui s'appelait Café Couette. Et cette enseigne, ou une sorte de bed and breakfast à la française, elle l'a dirigée pendant des années, avant de sauter le pas et de devenir finalement une responsable de la profession. Sur le plan personnel, Sophie a aussi beaucoup de responsabilités dans l'enseignement, hein. Elle est professeure à l'université de Panthéon-Sorbonne. Elle donne des cours sur le tourisme à l'IREST, hein, vous connaissez tous cet établissement. Elle est également enseignante à l'université de Cergy-Pontoise, et je crois savoir que l'année prochaine, elle est déjà ici donc à l'IFIS, et vous l'aurez, je crois, pour ceux qui sont en Master 1 ou 2 l'année prochaine comme enseignante, donc vous aurez l'occasion de la tester un peu avant l'heure. Dernier point pour sa présentation, Sophie est aussi quelqu'un qui s'intéresse énormément aux questions de sécurité. Hein, ce n'est pas une fliquette, mais elle est très très en pointe sur ces questions. Elle a écrit pas mal d'ouvrages sur la gestion de crise, notamment la gestion de crise dans les parcs et dans les espaces clos que sont les structures de tourisme et de loisirs. Et elle est fondatrice d'un mouvement qui est d'une structure qui est le groupe des femmes pour les questions de sécurité et de justice, Féminès J. C'est compliqué à dire, mais enfin c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait sa connaissance, puisque c'était au cours d'une de ces conférences qu'elle faisait. Et donc, par conséquent, elle a un spectre, j'allais dire, assez large, puisqu'elle est capable aussi bien de parler du business des parcs, hein, disons-le tout simplement, que de la sécurité de ces structures. Alors, dans le sujet qu'elle évoquera aujourd'hui, elle parlera de la profession au sens large, c'est-à-dire qu'elle prendra les différents... je sais pas ce que... Oh là là, oui, bah voilà, bah écoutez, là, vous ne pouvez pas avoir mieux que cela, hein, puisque vous avez à peu près une partie des logos des différents cycles et des différents membres du SNELAC. C'est-à-dire qu'elle parlera à la fois des parcs d'attractions,
Alors bon, évidemment, ici, il y en a un qui est très connu, mais il y a aussi bien tous les parcs de la Compagnie des Alpes, car vous savez que l'autre grand prestataire en France, c'est en fait la Caisse des dépôts et sa filiale, qu'est la Compagnie des Alpes, qui gère maintenant le parc Astérix, le Futuroscope, et puis les parcs Walibi. Hein, donc, mais il y a aussi bien entendu d'autres prestataires privés, je pense ou bien à la structure associative qui gère le Puy du Fou, ou bien à des structures comme des parcs privés comme Nigloland, pas très loin d'ici, dans la forêt d'Orient. Je vois quelqu'un qui lève le bras, c'est quelqu'un qui habite là-bas, c'est ça, près de Brienne, oui. Oui, moi j'adore cette région, elle est très sympa. Deuxièmement, donc on parlera aussi des parcs aquatiques, hein, parce que Aqualand, Aquaboulevard et d'autres parcs du même type, le Marineland d'Antibes qui appartient au groupe Parques Reunidos, sont membres du SNELAC. Et là, évidemment, ici pose des problèmes qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, hein, la protection des orques contre les terroristes verts ou d'autres sujets comme ça, enfin je vous laisse deviner. Les parcs animaliers, hein, donc en gros, ils ont une structure spécifique qui est une structure professionnelle propre, mais leur syndicat des parcs animaliers est dans le SNELAC. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des parcs animaliers? Souvenez-vous qu'ils sont considérés comme établissements d'élevage, hein, et non pas comme lieu d'attraction, parce qu'ils ont une responsabilité au titre d'une loi française de 1970 dans la préservation des espèces, et notamment des espèces qui sont des espèces rares ou des espèces en voie de disparition ou des espèces qui doivent être protégées. Hein, donc, après les parcs d'attractions, les parcs aquatiques, les parcs animaliers, les aquariums. Alors, les aquariums, c'est encore tout à fait différent. Enfin, deux autres catégories de sites. Les sites culturels. Alors, il faut entendre par site culturel privé aussi bien des châteaux, qu'il s'agisse de Vaux-le-Vicomte, ici, très proche de ce département, de cette ville, ou bien des châteaux comme les châteaux de la Loire ou le château de Breteuil, ou bien toutes ces structures que gère Culture Espace, qui est un poids lourd de l'espace culturel français, puisqu'ils ont à la fois le musée Jacques Marandré, la villa Efroussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la villa Kérilos, qui est juste à côté de la villa Efroussi de Rothschild, et d'autres sites comme ça. Mais Culture Espace est un gestionnaire en fait de la visite touristique, n'est pas le propriétaire des lieux. Hein. Pour certains de ces lieux, ils appartiennent à l'Institut de France, pour d'autres à des propriétaires privés. Et enfin, dernier type de structures dont Sophie vous parlera, les parcs à thème ludico-éducatifs. Alors il faut entendre par ludico-éducatif des structures qui ont souvent une forme financière un peu différente, puisque ce sont des créations à la fois du privé et du public. Donc on les trouve sous forme de sociétés d'économie mixte. Alors pour ceux qui voudraient une illustration, je pense à Vulcania par exemple, donc près de Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent. Le Puy du Fou, malgré sa forme associative, est considéré dans cette formule-là. La Cité de l'Espace à Toulouse, hein, ou bien la Cité des Sciences à Paris, le Mémorial de Caen et bien d'autres structures du même ordre, c'est-à-dire qui cultivent à la fois la forme ludique et puis la pédagogie de l'exposition. Je voulais remercier Nathalie Fabry, Thierry Leleu de me permettre de vous présenter notre secteur d'activité. Je pense qu'il m'a déjà présenté, donc c'est très bien. Vous avez vu qu'on a un acronyme qui est totalement abscon. Il est abscon parce qu'avant, on s'appelait France Parc, et France Parc réunissait simplement les parcs de loisirs. Maintenant, les parcs d'attractions. Maintenant, on s'appelle SNELAC parce que nous réunissons tous les parcs d'attractions français, mais également tous les sites culturels privés, tous les parcs zoologiques et l'ensemble des sites que l'on appelle en France les sites ludopédagogiques ou pédagogico-ludiques, parce qu'on ne s'est pas encore assuré de l'acception exacte. Alors, je suis la cheville ouvrière d'une organisation professionnelle qui a été créée en 1983 et qui est devenue un syndicat patronal. C'est doublé d'une fonction de syndicat patronal en 1994. Ça, c'est important dans la connaissance du secteur, puisque en tant que syndicat patronal, nous négocions ce qu'on appelle une convention collective nationale, c'est-à-dire la loi sociale d'un secteur d'activité. Nous sommes le leader, si je puis dire, des négociations en matière
en matière de droit social, si je puis dire, de la branche. Et je vous renvoie à notre convention collective qui porte le numéro 3275 et qui est susceptible de vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle est en général mieux disante par rapport aux autres acteurs du tourisme. Notre secteur est un secteur qui est jeune, et ce n'est pas parce que c'est le meilleur, mais c'est d'abord parce qu'il est jeune que nous avons pu trouver en matière sociale des éléments qui soient véritablement adaptés à notre activité. C'est pour ça que cette souplesse de négociation, au rythme quand même d'une réunion par mois avec nos partenaires sociaux, nous permet de doubler notre organisation professionnelle par ce syndicat. Nous avons actuellement 203 adhérents, 208 depuis quelques jours. Notre dernier rentrée, si je puis dire, c'est Universcience, c'est-à-dire la Cité des Sciences et de l'Industrie, et le Palais de la Découverte, donc la branche C, si je puis dire, et ludopédagogique du SNELAC. Je vais passer relativement rapidement sur les fonctions d'une organisation professionnelle, à ceci près que la nôtre a une spécificité qui est la promotion et la communication, parce que notre secteur d'activité, on ne le connaît pas beaucoup. Pour vivre heureux, vivons cachés, mais toutefois, même si nous avons un mastodonte, un numéro 1 qui, derrière ses oreilles, permet de cacher une forêt abondante, notre secteur d'activité, finalement, n'est pas très connu en France. Et d'ailleurs, il est davantage connu à l'étranger. Le marché des sites de loisirs, paradoxalement, bien que nous appartenions au tourisme, notre secteur n'est pas uniquement un secteur de service, il s'appuie sur une jambe industrielle qui est très lourde. Donc je vous parlerai à la fois de ce secteur qui marche sur ces deux jambes, une jambe industrielle et une jambe de service, une offre qui est très diversifiée, la prescription des jeunes bien évidemment, hein, c'est notre cœur de cible si je puis dire, un petit peu de concurrence au secteur et bien évidemment le replacer dans un marché international et plus particulièrement dans un marché européen. Alors, je l'ai mis en grand parce que c'est vraiment le métier du site de loisirs. C'est un métier de divertissement au sens pascalien du terme. Huerto en latin veut dire tourner, dit huerto se détourner. Et le divertissement, c'est se détourner de la réalité. Donc en fait, notre métier, c'est de faire en sorte que vous quittez votre quotidien de métro, boulot, dodo ou d'étudiant dodo, et puis que vous veniez vous divertir dans une... j'ai pas fait d'autres commentaires. Et que vous veniez vous divertir, c'est-à-dire changer d'atmosphère dans un espace qui soit thématisé différemment de ce qu'est votre quotidien. Le divertissement, c'est ça à l'origine, et c'est ce qui permet de faire une véritable qualité et ce qui permet de faire la richesse du métier. Donc un bon exploitant d'un site de loisirs, c'est un exploitant qui a une capacité à vous divertir très importante. Et je vais essayer de vous montrer en quoi on va tenter de vous divertir. Cela se repose sur trois piliers, si je puis dire, mis à part le divertissement qui, lui, a une acception très large, puisqu'on peut vous divertir par des attractions, par le fait de vous montrer du patrimoine naturel, culturel. On peut vous divertir également avec du spectacle vivant, une dimension qui est importante dans notre secteur d'activité. Tout cela se fait à partir du moment où vous avez du temps libre. Ça va mieux en le disant, même si ça paraît évident, mais ce qui explique le développement des parcs de loisirs d'abord aux États-Unis, puis ensuite dans sa version moderne, bien évidemment, en Europe, et maintenant dans ce qu'on appelle les pays émergents, c'est-à-dire que vous voyez une explosion de parcs de loisirs dans le sud-est asiatique, en Russie, dans les pays qui commencent à voir apparaître une classe moyenne qui a un peu plus de moyens et un peu plus de temps. Donc le temps libre est une composante importante. À la limite près, ne faisons pas une fausse interprétation, l'impact des 35 heures en France n'a pas eu une influence directe sur la fréquentation des parcs de loisirs. À l'époque, nous avions fait une étude avec les données de l'INSEE et du CREDOC, le centre de l'Observatoire de la vie des Français, et on s'était aperçu que l'implication des 35 heures équivalait à peu près 2 entrées supplémentaires par an au parc Astérix. Pourquoi ? Parce que c'est en 28e position quand on demandait aux Français, maintenant que vous êtes aux 35 heures, que vous avez 4 heures de plus, qu'est-ce que vous allez faire de ces 4 heures ? Eh bien, les Français, les hommes d'ailleurs, disaient un peu plus de bricolage, un peu plus de télévision, et les femmes décalaient leur journée de course. Mais c'était simplement les cadres franciliens qui bénéficiaient d'un pouvoir d'achat qui disaient on ira un peu plus dans les parcs de loisirs. Donc ne nous méprenons pas, il y aura peut-être un effet à long terme de cet accroissement de temps libre, mais temps libre ne veut pas forcément dire consommation d'un parc de loisirs. Espace clos,
Espace clos, c'est très important. C'est très important d'un point de vue marketing et c'est très important d'un point de vue juridique. Important d'un point de vue marketing, puisque lorsque vous proposez un divertissement dans un espace qui est clôturé physiquement, vous faites bien la différence entre justement l'univers du quotidien et l'univers thématisé du parc de loisirs. Donc, cette frontière géographique va délimiter le passage entre les deux, moyennant finance bien évidemment, puisque vous allez vous délester de quelques euros pour acheter votre billet d'entrée. Donc d'un point de vue marketing, l'espace clos est une dimension importante. D'un point de vue juridique, elle est d'autant plus importante que vous rentrez sur un domaine privé dans un site de loisirs et vous sortez du domaine public. Donc d'un point de vue juridique, vous rentrez sous la responsabilité unique d'un exploitant, donc qui engage sa responsabilité pénale en cas de problème. On le verra par la suite, c'est très, très important. Et en fait, temps libre, divertissement, espace clos, c'est comme par hasard le titre 1 de la Convention collective des espaces de loisirs, ce qu'on appelle le champ d'application, c'est-à-dire ce qui va déterminer l'appartenance ou non, suivant l'objet social de votre entreprise, dans la famille des sites de loisirs. Alors, les familles connexes étant, par exemple, l'animation socioculturelle, la convention collective des parcs zoologiques, ou bien évidemment toutes les conventions relatives au tourisme, à l'hôtellerie, le SNAV, les guides interprètes, etc. Alors, nos deux jambes. Nous avons une jambe industrielle et une jambe de service. Une jambe industrielle qui, en général, est assez méconnue. Mais il faut savoir que nos entreprises ont déjà un modèle si je puis dire, économique, un modèle financier très capitalistique. Lorsque vous gérez un parc d'attractions ou lorsque vous gérez un site ludopédagogique, vous avez un investissement très important déjà dans les bâtiments, mais dans les attractions également. Un manège dans un petit parc, c'est facilement 1 million d'euros. Je ne vous parle même pas de l'investissement des manèges chez Disney, parce que là, on atteint des sommets. Tout ça pour vous dire que ce qu'on appelle en haut de bilan, la dimension capitalistique est importante, ce qui fait que, en plus, en mettant en œuvre des machines dans nos parcs, puisque un manège, c'est, si je puis dire de façon dans une vision très industrielle, un manège, c'est une machine qui transporte des personnes. C'est un petit peu moins fun que l'idée que vous pouvez vous en faire, mais pour nous, c'est d'abord un outil qui permet de transporter des personnes. Cet outil, comme n'importe quelle machine qui transporte des personnes, nécessite de la maintenance, nécessite un remplacement des pièces, nécessite des révisions, des contrôles, des normes, et n'est pas anodin en termes de gestion industrielle. C'est pour ça que nous fonctionnons dans un modèle d'exploitation et de gestion qui est calé sur le modèle industriel. Alors, chez les gros opérateurs du secteur, d'autant plus chez Disney, qui lui est ouvert 365 jours par an, les opérations de maintenance se font quand le parc est fermé. Et, il y a des rythmes de travail des équipes de maintenance qui sont tout à fait équivalentes à celles que l'on peut trouver dans le milieu industriel. Le modèle de gestion également, c'est-à-dire que nous devons, en matière de ressources humaines, gérer le personnel comme dans une entreprise industrielle. Donc avec des rotations, des cycles, des unités de remplacement lorsque les postes ne peuvent pas être occupés pour des absences, des personnes qui partent en formation, etc. Donc la gestion de planning relève véritablement de la production industrielle et on peut faire une transposition relativement aisée entre les deux secteurs. Bien évidemment, et ça paraît évident, nous sommes une activité de service. Une activité de service dont vous allez trouver ici, en 3 points, un petit peu de se dégager le modèle économique. Alors le modèle économique, c'est d'abord de la billetterie, c'est-à-dire que lorsque vous pénétrez dans un site de loisirs, vous achetez, vous vous acquittez d'un droit d'entrée, et cette billetterie est unique, elle n'est pas à l'attraction, comme vous pouvez trouver dans certaines fêtes foraines. En échange de ce billet, on vous donne droit à cet univers thématisé, à cette offre de divertissement, spectacle, attraction, animation, et à un accueil en toute sécurité. Donc ça, c'est le premier point du modèle économique et qui représente entre 30 et 50% du chiffre d'affaires qui est constitué par la billetterie. Deuxième élément, très important, la restauration classique ou rapide qui oscille entre 20 et 40%, alors suivant la taille des parcs, le segment, l'âge du capitaine, si je puis dire, les curseurs évoluent suivant la nature du parc, mais en tout cas, vous aurez toujours dans un parc de loisirs, dans un château, dans un musée privé, un espace de restauration, fût-il embryonnaire ou au contraire très, très développé.
Et bien évidemment de l'hébergement. Alors de l'hébergement chez les majors, cela va de soi. Nous voyons apparaître une nouvelle tendance à ce qu'on appelle de l'hébergement éphémère dans des petits parcs régionaux, saisonniers, avec une tendance au développement de lodges, au développement de tipis, au développement de yourtes. Bref, tout investissement dans un hébergement qui peut être replié, si je puis dire, à la fin de la saison, hiverné, comme une attraction, et donc qui ne nécessite pas un investissement en dur, qui est une dimension très, très compliquée à gérer pour les exploitants de parcs qui ont décidé d'investir dans un hôtel difficile à remplir hors saison, comme vous pouvez l'imaginer. Troisième pôle du modèle économique, du chiffre d'affaires de notre secteur d'activité, c'est la vente de produits dérivés dans des boutiques. Donc cette vente de produits dérivés, eh bien, ce sont des centaines de milliers, voire des millions d'objets, de mascottes, de souvenirs, le plus souvent faisant l'objet de ce qu'on appelle un achat d'impulsion et qui symbolise en fait le bon souvenir que vous pouvez avoir de votre visite. Donc là encore, c'est un pôle très important. Le curseur de la proportion du chiffre d'affaires des ventes de produits dérivés est étroitement lié, bien évidemment, au dimensionnement de la boutique et à comment dirais-je, à l'offre des produits à l'intérieur, bien évidemment. Mais vous aurez toujours un petit souvenir à acheter de votre visite dans un parc zoologique ou dans un parc de loisirs. Donc voilà un petit peu comment fonctionne notre secteur d'activité. C'est un secteur qui est jeune, même s'il puise ses racines dans une histoire vraiment ancienne. On a 3 temps, je vais aller assez vite, mais c'est pour vous montrer un petit peu en quoi nous avons des pôles communs avec notamment le marché européen. Tout d'abord, vous avez une tradition de la fête qui remonte, elle, au Moyen-Âge. Est en train de se terminer en ce moment la foire Saint-Martin à Pontoise, qui a plus de 900 ans. On voit apparaître les premiers manèges, donc des manèges avec des vrais chevaux. Hein. Vous avez un pilier et vous avez des vrais chevaux qui tournent autour d'un axe et qui permettent aux enfants et à des jeunes femmes d'apprendre à monter. Vous avez des jeux de bagues. Donc les jeux de bagues, vous savez, sont ces anneaux qu'on lance sur des plots. Vous avez des saltimbanques. Donc là, on voit le spectacle vivant, si je puis dire, dimension de spectacle vivant qui y apparaît déjà. Et tout ça pour un prix modique. Donc on revient à un rapport qualité-prix qui, vous allez voir, est une tendance dans notre activité et qui fait que notre activité se développe parce que nous avons encore de la marge entre le prix pratiqué et l'offre proposée. Jusqu'au milieu du XVIIIe, on a l'apparition d'une autre racine, si je puis dire, de notre métier. Ce sont les fêtes aristocratiques, avec les folies, des jeux de feu et d'eau, toujours des balançoires, des jeux de bagues, et l'apparition de jardins spectacles payants, ce qu'on appelle les Vauxhalls, qui sont apparus d'abord en Grande-Bretagne, et on voit apparaître attractions, animations, spectacles, dans un univers qui commence d'être thématisé. 18e, 19e siècle, ce qu'on appelle les Tivoli. Il existe encore un Tivoli à Copenhague, hein, c'est vraiment le plus vieux parc d'attractions européen. En 1771, il en a été créé un à Paris. Et en fait, un Tivoli, qu'est-ce que c'est? C'est un espace dans lequel vous trouvez de la flore, un petit peu de faune, et beaucoup d'animations, beaucoup d'attractions et beaucoup d'endroits où vous pouvez vous restaurer. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Copenhague, les Danois ne vont pas au Tivoli simplement pour consommer de l'attraction. Ils vont au Tivoli pour passer un bon moment. Donc le mode de consommation est différent de celui qu'on peut trouver en France, mais ça vous donne l'idée, on va au Tivoli pour changer d'atmosphère, pour changer d'air. Donc on a l'apparition d'un certain nombre d'attractions que je vous laisse découvrir, et toujours dans un décor et une ambiance. La véritable révolution va se faire avec l'apparition de la technique. D'ailleurs, on voit là l'apparition, si je puis dire, du modèle industriel. Le premier Grand 8 en bois, qui faisait jusqu'à 200 mètres de rail et 35 km/h avec un taux d'accidentologie qui ferait frémir toute la direction de la sécurité civile de France, l'apparition de trains fantômes et des toboggans en osier. Des toboggans en osier, comme vous pouvez le voir encore chez France Miniature. C'est-à-dire une glissade très rigolote, sur une carpette, vous montez sur une espèce de paillasson et vous glissez sur une carpette. Ça va assez vite, c'est très amusant, ça ne coûte pas grand-chose. Et en tout cas, le plaisir et la sensation est assuré. Et puis, bien évidemment, un nouvel élan pour les attractions avec la vapeur et l'électricité. Et on voit apparaître des modèles d'attractions. Là, on a des nouveaux parcs de grande ampleur. Le Blackpool Pleasure Beach, qui existe toujours en Grande-Bretagne, le Luna Park de Berlin, le Luna Park de Paris. Et puis, une véritable rupture en 1955, puisque Walt Disney casse
ce modèle de fête foraine en grande ampleur, j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que toutes ces fêtes, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, étaient essentiellement, majoritairement, mais globalement réservées aux adultes. Les enfants, pour des raisons sociologiques, n'avaient absolument pas place dans ces endroits où d'ailleurs on allait s'encanailler. Au XIXe siècle, on emmenait la bourgeoise s'encanailler dans un Luna Park. Donc, il y a une véritable rupture en 1955, puisque Walt Disney décide de créer un espace dédié, un espace clos, avec un exploitant unique, mais qui va exploiter plusieurs attractions. Et donc, c'est l'apparition d'un nouveau concept, programmé, géré par la responsabilité d'un seul exploitant. Et ça, c'est vraiment l'ère moderne des parcs de loisirs. Revenons un petit peu en France. Quand je vous disais que notre métier a 20 ans, eh bien, vous avez notre gros major et les deux autres majors du secteur qui sont apparus respectivement en 87, 89 et 92. Disney fête ses 20 ans l'année prochaine. Et l'apparition de ces trois majors va littéralement dynamiser le marché, tant en termes d'offres que de demandes. Avant, en France, vous aviez la mer de Sable qui était installée dans la forêt d'Ermenonville. Vous aviez en 63, vous aviez le parc de Bagatelle dans le Nord créé en 54. Et puis c'était tout. Vous aviez bien évidemment les fêtes foraines. Mais ça, on va le voir, c'est quelque chose de tout à fait différent. L'apparition de ce mode de parc de loisirs va littéralement révolutionner le marché et concomitamment va se développer dans les autres pays européens, mais dans une moindre mesure et d'une manière différente. En France, le marché pèse 2 milliards d'euros, fait travailler pour les adhérents du SNELAC 22 000 salariés, pour la totalité de la convention collective 30 000 salariés, puisque nous avons dans notre convention collective aussi d'autres lieux de loisirs, ce qu'on appelle des activités récréatives. Ce ne sont pas des parcs de loisirs, mais ce sont des activités comme des vendeurs de beignets sur les plages, les clubs Mickey, mais qui ne sont pas les Mickey que vous connaissez, etc. Il y a à peu près 250 sites en France, 64 millions de visites annuelles, c'est le dernier pointage, si je puis dire exhaustif, qui a été fait en 2007, et nous avons dépassé officieusement les 75 millions de visites cette année. En France, les majors concentrent le marché. Vous prenez le top 10 des parcs en France et vous avez 80% du marché français. Donc une très forte concentration, avec un acteur bien évidemment qui à lui seul dépasse les 15 millions d'entrées, qui est Disney. 1 milliard 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Disney sur 2 milliards d'euros du secteur d'activité. Je vous laisse faire le ratio. Alors, j'arrive à une distinction essentielle que nous ne retrouvons pas forcément dans les autres pays européens, c'est la distinction entre fête foraine et parc d'attractions. Dans l'esprit du grand public, un manège, c'est un manège. Donc l'idée, c'est d'aller s'amuser. Pour nous, exploitants de parcs de loisirs, il y a une différence absolument fondamentale, à tous les niveaux, entre une fête foraine et un parc de loisirs. Je vous ai déjà fait la remarque, le parc de loisirs se situe dans un espace clos, sur un domaine privé. La fête foraine est ouverte au grand public et se situe sur le domaine public. C'est-à-dire que les forains viennent s'installer sur la place du village, au stade ou sur le terrain de la foire du trône, relevant de la mairie du 12e et d'un petit bout de Vincennes et de Saint-Mandé. Le mode de consommation est tout à fait différent. Vous allez à la fête foraine parce que la fête foraine s'installe dans votre village. Donc vous avez un mouvement du client par l'opportunité de l'installation de la fête foraine, alors que le parc de loisirs, lui, est sédentaire et va avoir une démarche inverse en essayant de capter la clientèle dans ce qu'on appelle une zone de chalandise à 2 heures du parc. Donc vous voyez, la différence est très importante. Le mode d'exploitation est également différent puisque, excusez-moi, je passe d'abord à la structure juridique. La fête foraine, c'est en fait un cumul d'exploitants indépendants. C'est une famille de forains qui va exploiter ce qu'on appelle son métier, c'est le terme, qui va être son manège, son attraction. Et une fête foraine est constituée d'une multitude de travailleurs indépendants. À l'opposé, un parc de loisirs est une société constituée, donc une personne morale, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la personnalité financière de la société et la personnalité privée de l'exploitant, alors que le porte-monnaie du forain est le porte-monnaie de son manège. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le modèle économique, bien évidemment, est différent, et le mode d'exploitation, que ce soit essentiellement d'ailleurs du point de vue de la sécurité, est tout à fait différent. Le forain monte et démonte son manège toutes les semaines, le transporte,
l'exploitant de parc de loisirs entretient son matériel d'une façon sédentaire tout au long de l'année, suivant des plans de gestion qui sont ceux d'une entreprise. C'est-à-dire vous avez des plans de maintenance, des opérations de maintenance qui sont programmées, qui sont faites au quotidien, de façon hebdomadaire, mensuelle, au moment de l'hivernage, etc. Quelques mots sur le marché. On a assez peu de données puisque la jeunesse de notre activité fait que nous n'avons pas de source encore, mis à part une étude qui avait été réalisée par l'Agence française de l'ingénierie touristique, un cahier espace sous l'égide du SNELAC qui donnait une vision un petit peu dynamique du secteur, et les observatoires que l'organisation professionnelle a montés pour récolter des données statistiques à la fois économiques et sociales sur le secteur. À noter tout de même que nous sommes le seul secteur d'activité à avoir mis en place ce qu'on appelle un observatoire des risques, c'est-à-dire une veille sur les accidents survenus ou ce qu'on appelle chez nous presque évités ou presque accident, pardon, c'est-à-dire faire une veille sur les opérations de maintenance que nous pourrions rajouter de manière préventive pour éviter les accidents. Je tiens d'ailleurs à préciser que le parc de loisirs reste le loisir le plus sûr hors de chez soi, puisque nous avons sur plus de 70 millions de visites, environ 5 accidents par an. J'entends par accident hospitalisation supérieure à 48 heures. Donc on reste véritablement un loisir très sûr, et d'ailleurs le degré de confiance de nos visiteurs dans les parcs de loisirs est très important. Alors, cette offre, c'est 4 univers qui convergent vers un même objectif. L'objectif, c'est le divertissement. Vous avez à l'intérieur du cercle en pointillé les 4 segments de notre secteur d'activité, les parcs à thème, les parcs d'attractions, les parcs aquatiques, les parcs animaliers, et gravitent tout autour des opérateurs qui commencent de rentrer dans notre secteur. Lorsque vous prenez maintenant un cinéma, vous prenez un UG Ciné-Cité, c'est quasiment un parc de loisirs. Vous n'allez plus simplement au cinéma, vous avez maintenant un espace de restauration, une boutique où vous pouvez acheter des produits dérivés. Vous avez ce qu'on appelle dans le métier un pré-show, c'est-à-dire un espace où vous pouvez retrouver vos amis, où vous avez des affiches en vente, une ambiance qui est déjà créée avant de pénétrer dans la salle de cinéma. Autre exemple, les aquariums qui maintenant... les nouveaux aquariums se développent avec des bassins tactiles, avec une dimension de zénitude, pour essayer de surfer sur la vague un petit peu du bien-être et de l'aspiration des visiteurs. Voilà, vous avez l'ensemble, que ce soit sur la fête, la culture, la nature ou le sport, l'ensemble des divertissements qui peut être proposé, sachant que celui qui est en dehors du cercle relève d'autres secteurs d'activité. Dernière chose, vous avez au niveau des stades, par exemple, dans les nouveaux projets, le stade de Lille, le stade du Grand Lyon, des parcs de loisirs en puissance. Ça s'appelle stade, mais ce sont des véritables parcs de loisirs qui sont en train de sortir de terre. J'insisterai simplement sur l'émotion. La baseline du SNELAC, c'est multiplier les émotions. Là encore, un bon exploitant de parc, c'est un exploitant qui parvient à vous divertir et à susciter chez vous des émotions qui sont différentes suivant le segment. L'émotion face au vivant, l'émotion face à la connaissance, l'émotion esthétique dans un musée, etc. Et bien évidemment le fun quand vous descendez un roller coaster ou un toboggan dans un parc aquatique. L'offre peut être hybride. Vous êtes des consommateurs zappeurs. Vous avez besoin de changer d'attraction, de changer d'univers. Et donc nous sommes obligés de nous adapter et de proposer différents univers dans un même site. Donc on a de plus en plus d'offres hybrides dans notre secteur d'activité. La croissance est exponentielle, on est passé de 3 millions donc maintenant à 70 millions de visites, ce qui s'appelle véritablement une crise de croissance, avec comme chiffre clé l'idée que la visite s'étale sur une journée. Donc ce qui est important, c'est que vous avez ce qu'on appelle un cercle vertueux. Nos exploitants réinvestissent entre 8 et 18% du chiffre d'affaires dans ce qu'on appelle le renouvellement de l'attractivité, c'est-à-dire de vous offrir chaque année quelque chose de nouveau. On s'est aperçu que si on n'offre pas un spectacle, une attraction nouvelle, vous avez peine à revenir. Donc on remet de la nouveauté, et cette multiplication des attractions fait que la journée n'y suffit pas. On allonge la durée de visite. Plus on allonge la durée de visite, plus on intensifie la consommation sur site, en restauration et en produits dérivés. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître de l'hébergement, puisque maintenant, on a beaucoup de parcs qui se visitent sur une journée et demie, voire 2 jours. Développement de spectacles vivants, apparition d'hébergements éphémères. Je vous l'ai dit, je vous ai mis une petite carte pour vous montrer que, en fait, en France, les parcs se situent
véritablement sur tout le territoire, avec une représentation assez forte dans l'ouest de la France, beaucoup de parcs animaliers notamment. La sécurité, c'est la priorité des exploitants. Je vous en ai déjà parlé. Si un jour vous avez le début d'une ébauche, d'un doute sur l'éventualité du fait que votre visite pourrait mettre en doute la sécurité de vous-même et de votre famille ou de vos amis, eh bien, il n'y aura plus de métier. Donc la sécurité, c'est la priorité des exploitants. Ce qui est important, c'est que nous devons travailler autant sur le niveau objectif de sécurité que sur la perception de ce niveau par le visiteur. Donc nous travaillons autant sur les normes, les conditions de maintenance, la qualité des opérations justement de qualité, c'est-à-dire la vérification de chaque élément constitutif du parc, mais nous devons travailler également à établir ce qu'on appelle des marqueurs de confiance, c'est-à-dire faire en sorte que vous ayez toujours confiance lorsque vous franchissez les portes de nos espaces. Donc la sécurité, eh bien, vous voyez, quand on prend un petit parc régional, par exemple, eh bien, vous avez énormément de choses à sécuriser. On dit généralement, un parc de loisirs, c'est la vie dans la vie. Vous arrivez le matin, vous repartez le soir, voire le lendemain, et donc vous vivez dans un rythme un petit peu différent, mais nous avons besoin de sécuriser l'ensemble des éléments que vous voyez au tableau. C'est pour ça qu'il y a une masse importante du chiffre d'affaires qui est consacrée à la sécurité et la maintenance dans nos parcs. Bon, je ne vais pas vous saper le moral, mais on peut avoir des exemples d'accidents dans un site qui ne sont pas forcément des accidents. Hein. Quand vous avez des conditions climatiques extrêmes, le parc Astérix se situe sur une butte. Quand il fait très chaud, nos visiteurs tombent comme des mouches. Donc si on n'installe pas les brumisateurs qu'il faut, si on ne prévoit pas de matière préventive des conditions de rafraîchissement, si je puis dire, de nos visiteurs, non seulement la visite sera inconfortable, mais on peut générer une véritable crise. Au niveau de la demande, on a 70% de notre clientèle qui est à 2 heures du site. Alors, j'exclus Disney de cette présentation, parce que Disney étant un acteur international et recevant à lui seul, si je puis dire, une proportion très importante de clients étrangers, là je parle au niveau de l'ensemble du secteur en France. Donc 70% d'une zone de chalandise autour de 2 heures du parc, ça veut dire une clientèle de proximité. C'est d'ailleurs pour ça que lors de la crise que nous avons traversée depuis 2008, les gens sont moins partis en vacances, moins souvent, moins longtemps, et du coup ils se sont rabattus sur ce qu'on appelle le tourisme de proximité, et nous avons nos opérateurs régionaux qui ont vu leur fréquentation et leur chiffre d'affaires augmenter. On est un des rares acteurs du tourisme à avoir pu, si je puis dire, se positionner comme des profiteurs de la crise. La répartition des visites, bon, elle est si je puis dire, en regard de la répartition de l'offre. Ce qui est à noter quand même, c'est qu'on n'a que 14% de clientèle qui vont dans les parcs aquatiques, mais vous n'avez que 15 parcs aquatiques en France. C'est le modèle le plus rentable des secteurs d'activité. C'est celui qui s'est développé le plus en Espagne, d'ailleurs, à la tête du groupe Aspro Ocio. Et le parc aquatique, ce ne sont pas des machines, ce sont des toboggans. Ce sont des visiteurs qui, avec un peu de soleil et beaucoup d'eau, prennent du plaisir et surtout reviennent sans cesse parce qu'il y a un plaisir qui peut être renouvelé très facilement. Des marchés de jeunes, je ne vous fais pas de dessin. Notre clientèle de prescription, c'est une clientèle de jeunes, avec toutefois une évolution de notre clientèle dans les parcs zoologiques, avec une clientèle de seniors qui apprécie l'environnement des espaces verts et la présentation des animaux. Donc on a un élargissement. Il faut quand même retenir que les parcs de loisirs, c'est une clientèle familiale. Et si ce n'est pas une clientèle familiale, pour les parcs avec des attractions à sensations, c'est une clientèle d'ados et de jeunes adultes qui voyagent, enfin qui viennent chez nous en tribu. Vous n'allez pas visiter tout seul un parc de loisirs, vous venez toujours en groupe, familial ou avec des amis. La référence des majors, je ne m'étends pas là-dessus, vous l'avez bien compris. Bref, ce qui est important à retenir, c'est qu'avant la visite, il faut que vous ne veniez pas de très loin, il faut que le produit soit adapté aux jeunes, qu'il y ait une priorité du divertissement, qu'il y ait un produit de qualité, puisque la référence, ce sont les majors. Donc quand vous allez au PAL ou chez Nigloland, il faut retrouver la même qualité que chez Mickey ou chez Astérix. Pendant la visite, il faut stimuler l'intensité de consommation, et après la visite, il faut générer des revisites. On dit toujours dans notre métier, on ne gagne pas d'argent quand vous venez la première fois et on gagne beaucoup d'argent quand vous revenez. Donc il est très important de revenir chez nous.
pas pour nous surtout. Du coup, la concurrence au secteur, elle vient en fait de l'ensemble des éléments que vous voyez autour de la carte et qui sont en train de grignoter, si je puis dire, des parts de marché. Avec un point spécifique sur l'exception culturelle française, c'est-à-dire que vous avez un patrimoine qui est très riche et qui ne demande qu'à être exploité et ouvert à la visite, avec un arsenal juridique de délégation de services publics, de partenariats public-privé, l'offre gratuite des collectivités, tous ces festivals, les marchés de Noël. Vous prenez la fête médiévale de Provins, qui est un fabuleux parc de loisirs. Et si vous arrivez déguisé, l'entrée est gratuite. Autre concurrence au secteur, le fun shopping. Vous savez que le plus grand concurrent de France Miniature le dimanche, c'est Ikea à Elancourt. Entrée gratuite, sortie payante. Et oui. Et vous connaissez le panier moyen de chez Ikea, alors que vous y allez avec vos enfants parce que le menu est à 1 € et que les enfants vont pouvoir s'ébattre joyeusement dans le rayon enfants. Alors que normalement, vous n'avez rien à acheter, 83 €. Donc 83 € dépensés chez Ikea en moyenne, le dimanche, versus 16 € l'entrée à France Miniature. Sauf que, entrée gratuite, sortie payante, entrée payante, sortie gratuite, les visiteurs ont vite fait leurs calculs et privilégient Ikea qui devient le concurrent le plus important de France Mi. Avec une vraie problématique. Hein. On a les nouveaux centres commerciaux qui sont des parcs de loisirs en puissance. Donc notre secteur, il vient juste de voir émerger son modèle économique, il a 20 ans, des taux de rentabilité importants. Il faut savoir qu'en dehors des majors, que j'écarte bien volontairement et surtout pour pas commettre de gaffe, il faut savoir qu'en dehors des 3 majors, le taux moyen de rentabilité d'un parc de loisirs en France, c'est aux alentours de 30%, ce qui est énorme, comme vous pouvez l'imaginer. On dépasse les 40% pour un parc aquatique. Un petit zoom sur le marché européen. On a à peu près 1000 sites de loisirs en Europe, avec une forte majorité de sites en Allemagne et en France. Donc je vous laisse découvrir le graphique. Mais vous voyez, on n'a quand même pas un nombre d'équipements énorme. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, il y a une tradition, en Allemagne et également dans les pays nordiques, une tradition de ces foires médiévales, de ces fêtes foraines médiévales qui ont perduré. Le marché européen, je vous ai mis le top 10 des visiteurs au niveau européen. Ce qui est très curieux de constater, c'est que vous avez eu une attraction au sens aspiration des visiteurs en France par la présence de Disney. Dans tous les autres pays, vous n'avez pas un énorme opérateur, mais vous avez 5 ou 6 gros opérateurs qui, eux, oscillent entre 2 et 4 millions de visiteurs. En France, vous avez Disney, et ensuite, quasiment un rapport de 1 à 10, vous avez par exemple en numéro 2, numéro 3, Futuroscope et Astérix avec 1 800 000 visiteurs. Donc là, on a vraiment une exception, si je puis dire, française. Quand vous allez aux Pays-Bas, quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Grande-Bretagne, vous avez des gros opérateurs. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en France, il va y avoir une tendance. Le Puy du Fou est en train de se développer, le Futuroscope continue de se développer, et ces opérateurs visent à moyen terme 2,5 millions, 3 millions de visiteurs pour devenir de véritables poids régionaux. Je vous rappelle que du temps de sa splendeur, Futuroscope avait 2 900 000 visiteurs. Vous avez ici le top 20 en termes de fréquentation du nombre de sites. Les sites français représentent 20% des sites et 33% des visiteurs. Bon, on est un peu aidé par notre major, vous l'imaginez bien. Voilà un petit peu le benchmark européen. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1500 sites, 1500 parcs d'attractions aux États-Unis, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, j'espère que... Bien, alors on va laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Bonsoir. Moi j'avais une question, c'est peut-être une question toute bête, mais dans les parcs d'attractions, j'ai pas vu un acteur qui est quand même assez important, qui est Center Parc. Alors pourquoi Center Parc n'appartient pas à la famille des parcs de loisirs? Eh bien, par ses origines, Center Parc, c'est le groupe Pierre et Vacances, et Center Parc relève de l'immobilier. Donc en fait,
Vous savez que dans la nomenclature des entreprises en France, vous avez une distinction qui est faite dans l'objet social entre l'activité principale et l'activité secondaire. Center Park, l'activité principale, c'est de la gestion immobilière, comme le groupe Pierre et Vacances d'ailleurs. L'activité secondaire, c'est une activité de loisirs. Donc de ce fait-là, l'activité de loisirs n'est pas référencée comme un parc de loisirs. Elle est référencée comme un produit annexe de cette activité principale. Désolée pour l'explication un petit peu technique et un peu juridique, mais ça n'est dû qu'à ça. Alors du coup, on déroule après la logique de ce que je viens d'exprimer. D'un point de vue social, les salariés de Center Park appliquent la convention collective de l'immobilier. Et deuxième élément, le pôle loisirs de Pierre et Vacances se développe énormément, mais toujours connecté à un pôle immobilier. Et d'ailleurs, Thierry va peut-être vous parler du village nature, vous en avez déjà parlé, mais on a vraiment là un mix marketing, si je puis dire, une offre couplée, jumelée, entre le groupe Pierre et Vacances et un site de loisirs. Vous auriez pu me citer un autre exemple, c'est Club Med. Club Med, animation, spectacle, pas d'attraction, mais animation, spectacle, c'est le même concept. Club Med n'appartient actuellement à aucune convention collective, il a un énorme accord d'entreprise et est en train de se demander à quelle convention collective il va être rattaché. Est-ce que c'est du transport de voyageurs? Est-ce que c'est de l'hébergement? Est-ce que c'est du tour operating? Est-ce que c'est du loisir? In fine, les juges pourront trancher, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas tranché. Oui, donc bonsoir. J'ai une petite question, moi, sur la différence entre les États-Unis et la France. Alors, donc, vous l'avez dit, il y a bien plus de parcs aux États-Unis qu'en France. Est-ce que pour vous, il y a une différence culturelle qui sera insurmontable? C'est-à-dire qu'il y a toujours une avance très forte des États-Unis et peut-être un Européen qui est, je vais dire, plus près de ses sous, un peu plus calculateur et moins joueur? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une tendance où l'Européen est en train d'aller vers le modèle américain avec peut-être plus de loisirs? Alors, je crois qu'il y a une vraie différence sociologique. Alors, je parlerai simplement en tant que professionnel quand vous étudiez le mode de consommation des parcs de loisirs américains versus le mode de consommation des parcs de loisirs en France. L'origine n'est pas du tout la même. Un parc de loisirs aux États-Unis se consomme comme un produit de consommation courante, ce qu'il est en train de devenir en France, mais pas tout à fait tout de même. Hein. Deuxième élément, vous avez toujours les parcs aux États-Unis qui sont thématisés, mais vous n'avez jamais de racines territoriales dans un parc aux États-Unis. Vous pouvez avoir un parc aquatique, beau milieu de l'Ontario, du Kansas, il ne sera pas typé. Tous les parcs en France sont typés avec une dimension territoriale, régionale. Si elle ne l'est pas dans l'offre, elle l'est dans l'exploitation du parc. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fierté pour un territoire d'avoir son parc de loisirs. Donc là, je pense qu'il y a une autre dimension. Troisième élément, le mode de consommation en groupe des Américains est beaucoup plus policé que le mode de consommation français. Et d'ailleurs, on le voit pour ceux qui ont eu la chance d'aller visiter des parcs aux États-Unis, il n'y a jamais de problème dans les files d'attente, il n'y a jamais de problème, les gens attendent toujours en souriant, alors que chez nous, la gestion des files d'attente, c'est... Je veux dire, on fait beaucoup d'efforts, mais ça peut devenir problématique. Donc l'attitude des consommateurs est différente entre un consommateur français et un consommateur européen. Alors qu'après que tendanciellement, le marché européen se rapproche du marché américain, oui, puisque l'origine, le modèle vient des États-Unis, et puis la présence de Disney en Europe fait qu'on tend vers le haut, comme je vous l'ai expliqué, les majors tirent le marché vers le haut, également en termes de produits. Mais ce n'est pas parce qu'on tire le marché en termes de produits que le mode de consommation va être identique. Donc je pense qu'il y a de vraies différences. Et j'en veux pour preuve, quand vous étudiez le mode de consommation des parcs en Espagne, le mode de consommation des parcs en Allemagne, aux Pays-Bas et même en Belgique. Les Belges vont beaucoup plus facilement chez Walibi que nous, les Français, chez Astérix. Mais beaucoup plus aisément, beaucoup plus naturellement. Bon, les politiques tarifaires sont différentes aussi, mais l'offre n'est pas vécue de la même manière. Donc je pense qu'il y a vraiment un ancrage territorial et sociologique des parcs. Cyril Evrard, qui est le responsable des unités de recherche de Disney. Bonsoir. Alors, vous nous avez parlé de 20 ans de parcs d'attractions. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est rentré dans les mœurs tel qu'on connaît les parcs d'attractions aujourd'hui? Et si oui,
Est-ce qu'on peut s'attendre encore, vous parliez d'une crise de développement, est-ce qu'on peut s'attendre encore à une plus grosse crise de développement dans les années à venir? On va passer à la question suivante. Alors, je répondrai de deux manières. En termes d'offres, je vous dirais qu'il n'y a plus de place pour un géant comme Disney. Il y a encore de la place pour des acteurs régionaux dans des segments de parcs d'attractions et de parcs aquatiques notamment, parce que la France est sous-développée en termes de parcs aquatiques. Bon, ça commence à se raréfier. C'est la première année où en 2012, aucun parc ne va ouvrir. Jusqu'à présent, chaque année, un parc ouvrait. 1, 2, 3. Le dernier qui a ouvert, c'était il y a 2 ans, c'était Terra Botanica, la valorisation du savoir horticole de la région d'Angers. Donc, on sent bien que déjà, l'offre se raréfie. En connexe à cette réponse, on voit apparaître quand même des nouveaux segments. Les espaces de jeu pour les enfants de moins de 12 ans, les parcours acrobatiques en hauteur, les jeux vidéo qui ne deviennent plus virtuels mais réels. Le modèle InQuest à Villeneuve d'Ascq qui est en train de se développer à vitesse grand V. Donc on a, si je puis dire, des niches qui se développent. Alors il y a certaines qui sont pérennes et qui arrivent à s'installer, d'autres qui ne s'autosuffisent pas et qui sont intégrées dans l'offre globale d'autres parcs. Ça a été le cas, par exemple, des labyrinthes végétaux, il y a quelques années. C'était des parcs en soi, et puis maintenant, c'est devenu une attraction communale dans un parc. Au niveau de la demande, je répondrai positivement à votre question en disant oui, c'est passé maintenant dans le mode de consommation courante. Les études montrent que lorsque vous interrogez les Français en disant est-ce que vous êtes allé dans un parc l'année dernière, un Français sur 3 dit oui, on est allé dans un parc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est où êtes-vous allé? Et 50%, c'est-à-dire la moitié, disent on est allé dans l'un des 3 majors. Donc là encore, une très forte attractivité des majors du secteur. Après, est-ce que cette clientèle va se développer? Personnellement, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'étalon de santé du secteur a bougé en 10 ans. Moi, quand j'ai commencé au SNELAC, l'étalon, c'était la fréquentation des parcs. Maintenant, ce n'est plus la fréquentation, c'est ce qu'on appelle le panier moyen. Et on a beaucoup de parcs qui disent on préfère accueillir moins de gens, mais qui dépensent davantage, et que le confort de visite soit plus important. Après, je ne peux pas vous répondre sur le développement de la clientèle, en l'état actuel des connaissances. J'avais envie que tu nous dises un mot, Sophie, des structures européennes et mondiales de la profession, puisque tu es quand même la cheville ouvrière de la profession en France. Est-ce que tu peux nous dire les lobbies qui existent à Bruxelles et puis le mode d'organisation mondiale de la profession? Alors, on va descendre du plus gros au plus petit. Vous avez une organisation mondiale qui est bien évidemment américaine, qui s'appelle IAPA, et qui est à la fois une force de lobbying très importante, une mise en réseau de tous les parcs américains, mais également qui a des têtes de pont assez puissantes dans les pays émergents. Alors, elle a une tête de pont en Europe qui s'appelle IAPA Europe et qui a remplacé une structure européenne mais qui a fait long feu, qui s'appelait Europarks. Nous n'avons pas véritablement de représentation européenne de notre secteur d'activité. Dans chaque pays européen, toutefois, il y a une association, voire une organisation professionnelle. Le SNELAC est la plus importante en Europe en termes de nombre d'adhérents et de poids, mais là encore, on n'a pas beaucoup de mérite parce que quand on a Disney dans sa manche, ça aide. En revanche, on est l'organisation la plus importante en nombre d'adhérents. La deuxième, c'est VDFU en Allemagne, mais qui a une trentaine d'adhérents et une trentaine d'adhérents pour... son nom m'échappe, BALPA, l'équivalent du SNELAC et de VDFU en Grande-Bretagne. Donc, chaque pays a une représentation du secteur d'activité. Il n'en reste pas moins que pour parler du SNELAC, qui pourtant est la plus importante en termes au niveau européen, ça reste une structure très petite, parce que l'assiette est petite. Quand nous sommes presque à notre maximum, avec 208 adhérents sur 250 sites de loisirs en France, et encore, ceux qui nous manquent, c'est des tout petits sites. Donc, on n'a pas une assiette très large. Et donc, le poids, il ne faut pas se faire d'illusions, le poids des parcs de loisirs dans le secteur touristique
global est assez peu important, mais les chiffres vous l'ont montré, 2 milliards d'euros, c'est pas mal, mais c'est pas énorme non plus. Bonsoir, vous parliez de la sécurité. Qu'en est-il au niveau de l'organisation de la profession, des problématiques de développement durable? Est-ce qu'il existe une charte? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir sur ces problèmes-là de façon concertée? Est-ce qu'il y a une dynamique au sein du syndicat ou au niveau Disney sur ces sujets? Alors, sécurité et développement durable, on a 2 commissions. La commission technique et sécurité, donc qui, elle, est en train de travailler sur une labellisation en termes de sécurité. Il faut savoir que le SNELAC est administrateur de l'AFNOR. Donc on travaille véritablement au cœur de la normalisation sur la sécurité des manèges, la sécurité des attractions, mais également la sécurité des cordages dans les parcours acrobatiques en hauteur. On essaye véritablement d'être à la source de l'information au niveau européen, au niveau international et pas simplement au niveau français. Donc ça, c'est pour la commission technique et sécurité. Bien évidemment, on a une commission développement durable et cette commission est en train de travailler une charte qui va rassembler les adhérents du SNELAC autour d'un certain nombre de valeurs et d'engagements dans une démarche d'engagement pour le développement durable. On est très aidé par les parcs zoologiques parce que c'est vrai qu'en tant que conservateur et élevage d'espèces protégées, ils ont le développement durable dans le sang, si je puis dire. Donc c'est vrai qu'ils tirent beaucoup les parcs de loisirs dans cette démarche-là. Les sites ludopédagogiques ont également une fibre développement durable naturelle par justement la dimension pédagogique et avec tout le public scolaire qu'ils accueillent. Donc ils doivent faire des livrets pédagogiques, des choses comme ça. Mais bien évidemment, on travaille par exemple à une transposition de la 26 000 au niveau des adhérents du SNELAC, la norme DD. Développement durable intégrant également la dimension sociale et sociétale, puisque la 26 000 intègre ces éléments-là, ce qui est très important. On n'est pas simplement dans de l'environnement, si je puis dire, stricto sensu. Finalement, vous nous avez parlé d'un secteur qui est très très vaste. Et on a vu parmi l'essentiel de vos images et de vos logos quelque chose de très diversifié entre les parcs animaliers, Disney. Et on voit bien que si on retire Disney, on retire quand même beaucoup du chiffre d'affaires, du nombre de visiteurs, etc. Donc la première chose, c'est finalement pour vous, pour gérer vos statistiques, ça ne doit pas être évident parce qu'effectivement, entre des opérateurs de nature si diverses, avec des intérêts si divers comme Thoiry ou Disney ou le petit parc local, c'est des choses très très différentes. Alors, puisque personne ne la pose, finalement, moi je vais vous poser la question qui fâche et qui a été dans l'actualité récente. Vous nous avez parlé de marges importantes, 30-40%. Alors finalement, une augmentation de la TVA, ça vous fait quoi? Alors, vous parlez de la première ou de la seconde? Oh, des deux finalement. Ou même de la troisième, parce que nous sommes signataires du contrat d'avenir, donc on a eu la baisse de la TVA sur la restauration, et sur 30% du chiffre d'affaires de la profession, c'était un impact qui était important pour nous. Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat, et je ne vais pas faire de langue de bois. Le débat qu'il y a eu sur la deuxième TVA, c'est-à-dire la TVA qu'on a voulu monter de 5,5 à 19,6, sans crier gare, parce qu'on a été, comme on dit dans ces cas-là, on a été au courant devant notre poste de télévision le 24 août, très exactement. Cette hausse de TVA, nous l'avions déjà inscrit dans nos tablettes en disant que de toute façon au niveau européen, la TVA allait augmenter dans les activités de service à la personne et plus généralement dans le loisir. Et comme nos homologues européens sont aux alentours entre 8 et 10, nous avions prévenu nos adhérents en disant il faut s'attendre à une hausse de TVA. Donc il y a eu un effet de surprise qui a été très malvenu. Très malvenu pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, comme un acteur du tourisme, comme parmi d'autres, nous travaillons à 18 mois. C'est-à-dire que les investissements qui sont faits dans les attractions sont faits à 2 ans. Nos opérateurs décident aujourd'hui, les attractions, commandent aujourd'hui les attractions qui vont sortir en 2013-2014. Premier élément. Deuxième élément, les tarifs 2012 étaient déjà sortis le 24 août, puisqu'on était à 15 jours de top résa. Je vous donne juste un exemple. Donc il y a eu un effet de surprise de TVA qui a, si je puis dire, été quasiment épidermique dans la réaction de la profession. On ne peut pas travailler comme ça à long terme avec un acteur du tourisme, certes, qui se porte bien, mais ce n'est pas parce qu'il se porte bien qu'il faut justement le tacler. Et c'est ma troisième élément. La spécificité de notre activité, j'ai essayé de le montrer, c'est le renouvellement de l'attractivité. C'est-à-dire que capitalistiquement, nous réinvestissons des montants énormes.
les montants entre 8 et 25% du chiffre d'affaires, vous n'aurez jamais un taux dans n'importe quelle autre entreprise, ce qui concerne ce qu'on appelle chez nous la R&D. Hein. Donc, affecter un taux de TVA, de prendre 15 points comme ça, sans crier gare, aller affecter la capacité d'investissement de nos entreprises. Et ce n'était pas le moment, c'est jamais le moment, mais là, ce n'est pas le moment, alors qu'on est en plein développement, alors que c'est une nécessité, si je puis dire, essentielle, congénitale de notre secteur d'activité, de devenir la frappée, là encore, sans crier gare. Au niveau de la 3e TVA, c'est-à-dire que le plancher de TVA à taux réduit, qui de 5,5 passe à 7%, là, il n'y a rien à dire. Je veux dire, on est dans un contexte global de crise économique. Le gouvernement décide de monter la TVA, tout le monde est traité à la même enseigne. J'ai oublié de dire que pour la 2e TVA, le périmètre de l'activité que j'ai essayé de vous définir était totalement imprécis dans le message du gouvernement. Nous ne savions pas si les parcs zoologiques étaient concernés ou pas. Nous ne savions pas si les forains étaient concernés ou pas. Nous savions que les parcs d'attractions, les parcs à thème, c'était même pas les parcs d'attractions, c'était les parcs à thème, étaient fustigés dans la mesure. Bref, il y a eu une réponse aussi vive que la vivacité de l'attaque. C'est la militante syndicale qui vous parle. Hein. Oui, mais c'est important. Je connaissais déjà une partie de la réponse pour en avoir discuté avec Thierry Leleu, mais c'était intéressant aussi pour le public qu'elle soit un peu rendue publique. Et là, ma deuxième question, c'était d'avoir une idée. Vous avez parlé des hauts de bilan, alors comme je fais le cours de gestion financière, voilà. J'aimerais un petit peu savoir combien représente à peu près en pourcentage le haut de bilan chez Disney, par exemple. Oui, nous ne communiquons pas sur la valeur de l'actif. Hein. La structure financière, d'ailleurs, est une structure extrêmement complexe. Et je peux, en toute amitié, hein, Sylvain, puisqu'on se connaît bien, je n'aurai aucune autorisation de livrer quelques chiffres que ce soit. Hein. La presse évoque régulièrement des chiffres. Alors le mieux, c'est que vous allez regarder. Par contre, il y a une chose qui est souvent dite dans la presse et qui est inexacte, et on peut corriger cela, c'est que on dit toujours, je pense au Canard enchaîné ou à d'autres journaux, Disney vit sur un trésor, et ce trésor, ce serait le foncier sur lequel l'entreprise a un droit de préemption. En fait, ce foncier n'apparaît pas au bilan de l'entreprise, car ici, les terrains qui n'ont pas été lotis, construits ou vendus, appartiennent à l'État et absolument pas à l'entreprise Disney. Donc le fameux trésor de Picsou dont parle régulièrement la presse, c'est une illusion absolue, hein, puisque c'est votre trésor, c'est celui des citoyens français qui sont propriétaires du foncier sur les 2300 hectares, dont il en reste 1200 à développer, qui sont ici le périmètre Disney. Je voudrais dire un mot de remerciement pour Sophie, parce que vraiment venir de Normandie, connaître toutes les difficultés qu'elle a connues, faire son exposé comme elle l'a fait d'un souffle et sans respirer, et nous avoir fait le plaisir entre tous, combien aurait abandonné en route en disant démerdons zizi. Elle est venue et encore une fois, puisque tous ces rendez-vous du jeudi du cluster ne seraient pas possibles sans le SAN qui est représenté aujourd'hui, sans l'université, merci à nos partenaires. Alors, prochain rendez-vous le jeudi 15 décembre, et je crois qu'en période de Noël, nous allons parler de gastronomie.